Je vous propose de commencer cette conférence. Je pense qu'au niveau de l'amphithéâtre, nous sommes au complet. En tout cas, bonsoir, bienvenue à tous les participants, aux participants qui sont derrière leur écran, qui assistent au live, aux participants qui sont dans l'amphithéâtre. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui concerne l'évolution, l'actualité réglementaire en matière de pratiques commerciales, plus en lien avec les règles issues de la directive distribution d'assurance. Je m'appelle Carole Rio, je suis senior manager au sein de la société OptiMind, société spécialisée en conseil sur la gestion du risque et la conformité. Et je suis plus particulièrement en charge des problématiques de conformité, notamment les règles de protection de la clientèle et également toutes les règles liées à la sécurité financière. Pour ce soir, le programme de cette conférence donc sur les pratiques commerciales, autour de 3 points, peut-être un rappel du contexte de la DDA. Ce que je souhaite vous partager notamment, c'est quelques retours d'expérience sur les pratiques en place donc depuis 2018, depuis son entrée en application en droit français, et les difficultés qui peuvent être rencontrées dans sa mise en œuvre. Les deux parties suivantes seront consacrées vraiment à l'actualité réglementaire, de manière un petit peu plus large que la DDA, des évolutions réglementaires qui touchent la protection de la clientèle et qui ont de manière plus ou moins directe un impact sur la réglementation, sur la distribution de produits d'assurance. Enfin, on terminera cette conférence par les enjeux de cette réforme qui se dessinent, puisque la directive sur la distribution d'assurance, lorsqu'elle a été votée par les institutions européennes, prévoyait une clause de revoyure qui aurait dû intervenir un petit peu plus tôt dans le calendrier, mais qui aujourd'hui est programmée plutôt sur les exercices 2022-2023. Donc on reviendra sur ce calendrier et on essaiera, au regard de toute cette actualité autour des pratiques commerciales, de voir quels sont les points qui peuvent faire l'objet d'une revue par les institutions européennes. Donc si on revient peut-être pour recontextualiser la directive, cette directive sur la distribution d'assurance, elle vient réformer une directive précédente qui s'appelait la directive sur l'intermédiation d'assurance, donc qui visait plutôt les intermédiaires. Et le législateur européen a eu la volonté d'harmoniser les pratiques en matière de distribution d'assurance pour tous les acteurs de la distribution, que ce soit les réseaux salariés des compagnies, leurs mandataires, leurs courtiers, et également d'harmoniser, la distribution des produits d'assurance sur tout le marché européen. Du coup, il y avait déjà certaines dispositions qui étaient prévues, notamment par le Code des assurances, mais qui ont été renforcées par cette directive. Les axes d'évolution majeure, il y en a un certain nombre. Donc la DDA, elle est assez transverse, puisque pour rappel, elle régit tout ce qui concerne l'immatriculation des intermédiaires et des distributeurs de produits d'assurance. Elle régit également l'exercice de la libre prestation de services lorsqu'on distribue un produit d'assurance dans un autre État membre, y compris la liberté d'établissement. Elle pose également le principe d'exigence professionnelle et organisationnelle pour les entités distributrices et leurs collaborateurs. Donc, on attend des conseillers d'assurance, notamment, qu'ils soient suffisamment formés, qu'ils aient un niveau de connaissance et de compétences adéquat pour pouvoir exercer leurs conseils et distribuer le bon produit d'assurance aux particuliers. Également une réglementation sur tout ce qui est gestion des réclamations clients et des litiges, notamment en précontentieux. Des obligations dans le cadre du
parcours client, d'information, de remise d'informations générales sur le distributeur, également de transparence en matière de rémunération et de conflit d'intérêts, donc un certain nombre d'obligations qui vont être plus fortes si on est sur des produits d'épargne, donc des produits d'investissement fondés sur l'assurance, que si vous distribuez des produits dits d'assurance non-vie, notamment tout ce qui va être autour des dommages, de la responsabilité, de la santé, de la prévoyance notamment. Une harmonisation aussi des obligations en matière de devoir de conseil, avec des exigences propres, encore une fois, sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance, donc les produits d'épargne et de capitalisation. Et puis, une obligation aussi de formaliser un document d'information sur les produits d'assurance, donc le fameux IPID pour les produits d'assurance non-vie. La directive régit également tout ce qui est vente croisée, donc tout ce qui va être vente packagée, vente de produits et de services adossés, auxquels s'adosse également un produit d'assurance. Et les deux derniers points aussi qui sont importants, la directive apporte de la réglementation sur la gouvernance et la surveillance des produits d'assurance et également renforce toutes les exigences liées aux produits d'assurance vie, donc visant tous les produits d'investissement qui sont pour les clients qui représentent, on va dire, un risque plus fort puisque ces produits d'épargne et de capitalisation peuvent générer, en fonction des fluctuations de marché, une perte de capital ou d'investissement pour les particuliers. Donc du coup, en matière d'information et de conseil, la DDA a renforcé les obligations des professionnels distributeurs d'assurance. On a mis un petit soleil ou une petite étoile sur les 5 évolutions majeures en termes de réglementation nationale apportées par la directive. Et surtout, notamment si on s'arrête sur le devoir de conseil, on a vraiment mis sur un pied d'égalité tous les distributeurs d'assurance, quel que soit le produit concerné. Donc cette directive, elle n'exclut aucun produit d'assurance, elle n'exclut aucun distributeur. On a vraiment un socle de règles homogènes. Tout ça était bien évidemment transposé dans le Code des assurances. Donc les règles du Code des assurances s'appliquent quel que soit le statut juridique de l'organisme d'assurance ou l'intermédiaire. Donc institution de prévoyance, mutuelle, société d'assurance mutuelle, société d'assurance, etc., etc. Sur cette directive qui est transverse et encore une fois emporte beaucoup de règles, on a choisi ce soir, par rapport aussi au temps qui nous est imparti, de faire un petit rappel plus spécifiquement sur le devoir de conseil et également sur la gouvernance et la surveillance produit. Parce que, en plus, c'est sur ces obligations-là qu'il y a eu également le plus de communication de place de la part des autorités de supervision, que ce soit notre autorité nationale, la CPR, ou que ce soit les autorités européennes, notamment les IOPA. Alors, sur le devoir de conseil, peut-être de faire un petit rappel sur les obligations attendues par la réglementation. Le premier point qui est vraiment acté par le Code des assurances, quelle que soit la nature du produit d'assurance, c'est de collecter les exigences et les besoins du client. Donc, de savoir de quoi il a besoin, notamment pour permettre aux conseillers d'assurance de sélectionner le ou les contrats, voire les options du contrat qui vont être cohérentes ou en adéquation avec les besoins du prospect ou du client. Cette sélection doit conduire aussi à une proposition de ce contrat, donc à la fois au travers des documents précontractuels tels que l'IPID ou le fameux DIC pour les produits d'assurance vie, et également de proposer, de rajouter les informations liées à la proposition d'assurance, donc tout ce qui est lié aux garanties et aux prix qui correspondent à la solution d'assurance proposée. Cette phase passe bien évidemment par une remise assez formalisée de documentation
qui va permettre au prospect de souscrire le contrat s'il estime que celui-ci correspond à son besoin en toute connaissance de cause. Donc, avant même la contractualisation entre le prospect et le conseiller d'assurance et le distributeur, il y a cette phase préalable de prise de connaissance de l'offre d'assurance qui va être proposée. Et là, avec la DDA, on a toute la philosophie, on va dire, du devoir de conseil. L'objectif de ces obligations, c'est vraiment de mettre sur un pied d'égalité le consommateur, donc le prospect, qui n'est pas un professionnel d'assurance, et le distributeur. Donc c'est à la fois de faire preuve de transparence et de faire preuve de pédagogie, de manière à ce que lorsque le client souscrit le produit d'assurance, son contrat d'assurance soit en toute connaissance de cause. Donc tout ça, bien évidemment, fait l'objet d'un formalisme important. Alors, peut-être de rappeler aussi la position de l'autorité de supervision en matière de conseil. Alors, elle s'est positionnée aussi dans des contextes en focusant sur des produits bien particuliers, comme les produits d'assurance vie, épargne ou les produits d'obsèques. Mais lors d'une de ces dernières conférences du contrôle, celle du 27 novembre 2020, l'ACPR a vraiment rappelé la nécessité de clarté dans les processus de commercialisation des produits d'assurance, et ça par le biais d'un conseil de qualité. Et le conseil de qualité, il s'appuie sur des points essentiels, notamment l'absence de conflit d'intérêt de la part du distributeur. Ça va notamment s'appuyer sur des politiques de prévention et de gestion des conflits d'intérêt. Donc le conflit d'intérêt, c'est le distributeur qui va avoir un actionnaire qui va être une compagnie d'assurance, donc un actionnaire qui va avoir plus de 10% de son capital. Ça va être également un distributeur qui va avoir une grosse part de chiffre d'affaires concentré auprès d'un même partenaire. Vous avez aussi d'autres types de conflits d'intérêts. C'est vraiment à chaque organisme assujetti d'identifier les potentiels conflits d'intérêts. Et on parle d'intérêt de la clientèle, donc il ne faut pas se retrouver en situation de conflit d'intérêt avec ceux de la clientèle, et de les prévenir, et en tout cas, s'il y a un conflit d'intérêt, d'être transparent vis-à-vis du client pour qu'il souscrive, encore une fois, en toute connaissance du cause. Et du coup, la CPR a également évoqué le discours loyal, c'est-à-dire qu'au-delà du formalisme, le processus de commercialisation s'accompagne, on va dire, d'un entretien, il y a de l'humain dans tout ça, donc d'un discours commercial loyal, donc pas d'expression anxiogène, de la pédagogie de la part des conseillers et des intermédiaires en charge de la distribution. Ça passe également par ces obligations de formation continue qui sont inscrites dans la réglementation. Donc c'est former, mettre à jour les connaissances des distributeurs pour qu'ils soient à l'aise avec leurs produits, avec leur environnement réglementaire, et qu'ils soient également en capacité d'avoir ce discours commercial loyal vis-à-vis des clients. Ce qui est exigé aussi pour un conseil de qualité, c'est également une information précise et complète, à la fois sur le produit et lorsque vous êtes sur du produit d'épargne, sur les différents supports proposés, donc les différentes unités de compte, notamment qui vont composer le produit d'épargne. Et une information exhaustive sur les frais qui vont être appliqués au contrat, donc les modes de rémunération notamment pour le distributeur lorsque c'est un intermédiaire indépendant, et également tous les frais relatifs à la souscription du contrat et à son fonctionnement. Donc là, la réglementation, encore une fois, détaille toutes les obligations en fonction du statut du distributeur et en fonction de la nature du produit. Toujours un conseil de qualité, c'est dans l'intérêt du client. Donc le conseil, il est fait avant la souscription du contrat et il doit permettre notamment aux prospects d'avoir un délai de réflexion, notamment lorsqu'on est dans de la distribution à distance. Donc
ce délai de réflexion, c'est d'avoir un entretien de vente qui peut être en 2 temps. Donc remettre dans un premier temps les documents d'information précontractuelle, la proposition d'assurance, la présenter au client et si vous avez son consentement, de passer à cette phase de souscription pour pouvoir faire prendre effet au contrat d'assurance. Donc les difficultés, elles vont être forcément sur la fluidité de l'entretien de vente et également dans la mise en œuvre d'outils qui permettent justement ce temps de réflexion dans le cadre notamment des processus de distribution à distance. Alors quand le client est demandeur, c'est un peu moins contraignant. Une des actualités récentes en matière de distribution d'assurance, ça a été de réguler notamment le démarchage téléphonique. Donc lorsque lorsque ce n'est pas le client qui vient vers l'intermédiaire ou la compagnie d'assurance, mais lorsque c'est l'intermédiaire ou la compagnie d'assurance qui va de son propre chef vers un prospect ou un client pour le prospecter. Et là, sur la base notamment de contrôles effectués par les autorités, que ce soit la DGCCRF, la CPR, il y a eu un certain nombre de constats qui ont été relevés comme étant des abus dans les pratiques commerciales. Ça visait plus précisément des contrats de type contrat santé, contrats d'assurance vie qui sont particulièrement complexes et ça pouvait viser ce qu'on appelle des populations vulnérables, donc soit des populations vulnérables de par leur âge, qui vont être à leur domicile pendant la journée, qui sont facilement contactables et qui peuvent être prises au dépourvu lorsque l'intermédiaire appelle. Du coup, fort de ces constats, et compte tenu aussi, on va dire, de la technicité de certains produits, notamment les produits épargne, les autorités et également le comité consultatif du secteur financier, le CCSF, ont rendu des avis pour réguler le démarchage téléphonique. Donc ça, ce sont des avis qui ont été rendus en novembre 2019. Et qui se retraduisent dans une réforme qu'on va voir juste après, donc qui ont été retraduits dans la réforme sur le courtage. Donc en gros, ces principes issus des autorités qui se retraduisent aussi en principes légaux, c'est que dans le cadre du démarchage téléphonique, au-delà d'apporter le conseil avant la souscription, c'est de laisser un délai de réflexion d'au moins 24 heures au prospect avant qu'il ne puisse souscrire. Ce qui veut dire que le démarchage téléphonique doit être fait en 2 temps, en 2 échanges. Un premier échange pour s'assurer qu'il y a bien un besoin côté client et formaliser un conseil et éventuellement une proposition d'assurance, donc remettre toute la documentation précontractuelle. Si le prospect s'oppose à la poursuite des échanges, une interdiction pour le conseiller de revenir vers ce prospect. Si le prospect se montre intéressé, donc lui communiquer toute la documentation précontractuelle et reconvenir d'un échange téléphonique pour répondre à ces dernières questions et contractualiser le contrat d'assurance. Donc forcément, c'est une démarche qui est beaucoup plus complexe en termes d'organisation et d'outils et qui rend, on va dire, la souscription moins évidente. En tout cas, le but des autorités, que ce soit des autorités de supervision et également du législateur, c'était forcément de mettre fin aux abus et aux pratiques commerciales considérées comme abusives, telles que prévues historiquement par le Code de la consommation et prévu également dans le Code des assurances. Ça a été aussi l'occasion de rappeler, notamment par la CPR, la nécessité de formaliser le conseil et de le motiver, plus particulièrement pour les contrats d'assurance vie. Donc les contrats d'assurance vie, vous avez à la fois la collecte des besoins du prospect, ses objectifs d'investissement,
sa capacité à subir des pertes financières et également sa tolérance au risque. Et donc de vérifier toutes ces informations, donc de s'assurer au travers, on va dire, de l'établissement de son profil investisseur, que les investissements qu'il va faire sont bien en adéquation avec son profil. Donc à son patrimoine, donc est-ce qu'il peut se permettre de perdre les investissements qu'il va faire dans le contrat d'assurance, et également à sa sensibilité au risque. Est-ce que dans ses objectifs et par rapport à sa tolérance au risque, il acceptera de subir une perte de capital, notamment. Donc tout ça se fait dans le cadre d'un formalisme qui a conduit le marché de l'assurance et les courtiers à revoir leur processus de souscription et à mieux formaliser leurs devoirs de conseil et à bien structurer leur entretien de vente. Bien évidemment, ça n'a pas été sans difficulté, puisque lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger avec le marché, les principales difficultés qui ont été rencontrées en pratique et depuis la mise en œuvre de la directive, ça a été à la fois sur la formalisation du devoir de conseil et des informations précontractuelles. Généralement, ça s'est fait dans un seul et même document qui fournit toutes les informations sur la qualité du distributeur. Est-ce que c'est la compagnie d'assurance en direct? Est-ce que c'est un intermédiaire? Qui fournit toutes les informations également sur la compagnie d'assurance qui va être porteuse du contrat, toutes les informations sur les rémunérations, les informations sur le produit d'assurance et puis tout le devoir de conseil. Donc récapituler les besoins, récapituler pour les produits d'assurance vie tous les éléments qui servent à l'adéquation du produit d'assurance vie aux besoins du client et à ses objectifs d'investissement. Et lorsqu'on est en non-vie, de récapituler les garanties et le prix, c'est-à-dire les cotisations annuelles, les franchises, et tout ça formalise finalement le conseil, sa justification, et généralement c'est une proposition qui est signée par le prospect avant de contractualiser avec la compagnie d'assurance ou avec l'intermédiaire. Donc ça, c'était un point qui a nécessité de développer des outils ou de renforcer les outils, d'homogénéiser aussi les différents canaux de distribution. Donc de se dire, lorsqu'on a des processus de souscription en ligne, comment on intègre cette phase d'information précontractuelle et de formalisation du conseil. Donc de vraiment retravailler les parcours clients, sans compter, on n'en parle pas ce soir, toutes les obligations liées au RGPD, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, etc., etc. Donc ça a vraiment été les points structurants dans le cadre du parcours client. L'intégration de ce fameux IPID aussi dans l'alias précontractuel, qui est un des points qui a été relevé, qui a été de construire ces documents en phase avec le formalisme attendu par le règlement d'exécution qui vient compléter la directive distribution d'assurance. Donc une fiche produit qui est totalement normée dans son contenu et dans son format et qui est homogène finalement pour tous les États membres et qui doit s'insérer dans cette, on va dire, dans cette information précontractuelle. Donc tout ça a vraiment été la formalisation du devoir de conseil, les processus de signature, la phase de contractualisation, je crois que je n'ai rien oublié. Ça a vraiment été un gros travail et encore plus pour les intermédiaires qui étaient de taille petite à moyenne, qui étaient parfois pas encore tout à fait conformes aux réglementations avant DDA, donc qui ont eu une marche assez importante à franchir. Tout ça avec cet objectif de transparence, de recueil du consentement. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel les autorités de supervision insistent, sur le recueil du consentement du prospect. Et l'enjeu, c'est de conserver on va dire une relation commerciale fluide. Donc c'est là où
parfois il y a eu des freins à mettre en place, à se mettre en conformité avec la directive, c'est parce que la crainte était vraiment aussi de casser l'échange, la relation humaine entre le prospect et le conseiller commercial. Donc ça a été un défi à relever par les acteurs de la distribution. Donc peut-être pour illustrer sur un process qu'on a pu nous mettre en place. Donc on avait matérialisé le devoir de conseil et la phase de contractualisation selon ces étapes-là, à la fois dans les outils de CRM, donc de Customer Relationship Management, donc tous les outils de gestion de la relation client, et derrière la bascule dans les outils de gestion avec l'enregistrement des contrats. Donc il y avait vraiment une première phase, comme l'entend la réglementation, de collecte des exigences et des besoins. Derrière, de pouvoir, grâce aux outils CRM, proposer sur la base de clics, on va dire, donc de sélectionner des réponses types pour pouvoir aller vers la bonne solution. Donc ça a nécessité en pratique la mise en place d'arbres de décision avec des algorithmes par contrat, par produit d'assurance dans les outils, de manière à ce que les réponses soient le plus en cohérence, en adéquation possible avec le besoin du client et sa situation personnelle. Une fois que cette sélection de produits ou de garanties a été faite, c'était de le présenter au client. Et puis, une fois que le client a donné son accord et qu'il y a eu cette remise de documents, de faire compléter les documents de souscription pour contractualiser. Et ce dispositif, il a été mis en place, que ce soit pour la vente par téléphone, pour la vente aussi via le site web ou pour la vente en vis-à-vis. Ce qu'on a pu constater sur le marché, France ou même d'autres États membres, c'est que la directive, elle a poussé aussi à optimiser les outils et à moderniser également les outils mis à la disposition des conseillers en mettant des processus de souscription digitalisés, donc sur la base de souscription sur des tablettes par exemple, avec génération des documents sur support durable mais transmission sur les mails ou possibilité d'impression sur les imprimantes du conseiller. Donc ça a été aussi l'occasion de digitaliser un petit peu plus les parcours clients et d'utiliser des outils, on va dire, quel que soit le canal de distribution. En tout cas, au niveau du formalisme, le dossier, on va dire, de souscription, il est dense parce que si on se résume, finalement, votre client, il va repartir avec un certain nombre de documents qui va s'accompagner d'un courrier si c'est à distance, mais vous allez avoir la synthèse du devoir de conseil avec les informations précontractuelles, le document d'information générique sur le produit d'assurance, donc que ce soit liquide en non-vie, mais que ce soit le DIC, le document d'information clé pour les produits d'épargne, assujetti au règlement PRIPS. Pour certains contrats, et c'est admis également par les autorités, les tableaux de garantie. Ça peut avoir du sens, notamment pour les produits santé et prévoyance. Donc ça, on va être sur tous les documents précontractuels et une fois que vous avez le consentement de votre client, vous allez encore lui remettre les conditions particulières et les conditions générales du contrat, éventuellement les statuts en fonction des organismes, notamment les mutualistes vont vous remettre l'équivalent des conditions générales, donc une notice, un règlement mutualiste, mais va remettre également les statuts de la mutuelle. Vous allez avoir aussi des notices complémentaires. Parfois, vous avez les règlements RGPD pour recueillir également, informer et recueillir les consentements sur l'utilisation des données à caractère personnel. Donc le dossier, on va dire, du client, au moment de la souscription, il est assez dense. Et c'est vrai qu'il y a, notamment dans le cadre de la revoyure des DA, il y a un certain nombre d'interrogations et de questions qui sont soulevées par la place en se disant est-ce qu'il n'y a pas
trop d'informations, de communiquer aux clients? Est-ce que finalement, au travers de toutes ces documentations, on ne perd pas le client dans toutes ces informations? Sachant qu'il y a aussi un enjeu en termes de conformité, c'est qu'il faut faire attention que toute la communication soit dans un langage clair et non trompeur. Donc il ne faut pas non plus que les documents remis en phase précontractuelle soient trop techniques. Donc il y a vraiment un enjeu, on va dire, d'information dans sa communiqué, et puis information qui reste claire de manière à ce que le consommateur, finalement, le particulier non professionnel de l'assurance, puisse s'y retrouver. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le devoir de conseil, qui est vraiment un axe majeur de la directive. Et un autre axe majeur sur lequel on souhaitait également faire un rappel et sur lequel il y a un petit peu d'actualité, c'était sur la gouvernance et la surveillance produit. Parce que avec la DDA est arrivée des nouvelles notions dans la conception et la distribution de produits d'assurance. C'est cette notion de concepteur du produit d'assurance qui est portée par défaut par l'assureur. Les notions de co-concepteur de produits d'assurance qui vont être portées à la fois par les assureurs et par les gros courtiers ou les courtiers grossistes, et cette notion de distributeur. C'est la première fois aussi, à ma connaissance, qu'il y a de la réglementation sur la création de produits d'assurance, la mise à jour de ces produits et leur suivi dans le temps de manière continue, au-delà, on va dire, des suivis techniques ou des suivis, on va dire, commerciaux qui étaient faits aujourd'hui. J'entends par l'équilibre technique du contrat. Est-ce que mon produit est rentable entre mes charges de sinistre et les encaissements de primes, ou les objectifs commerciaux, c'est est-ce que j'ai atteint, est-ce que j'ai vendu le nombre de contrats que j'avais prévu. Cette approche-là, apportée par la DDA, c'est vraiment une gouvernance et une surveillance des produits d'assurance avec le client, l'assuré qui est replacé au cœur de ce processus. Bien évidemment, le suivi de la rentabilité est aussi dans l'intérêt du client, puisqu'un assureur qui n'est plus solvable ne peut plus faire face à ses engagements, notamment pour indemniser les clients. Mais la réglementation, la DDA, a eu le mérite de replacer le client au cœur du processus. Et en disant, finalement, un produit, quand on le conçoit ou quand on le met à jour, il faut se poser la question du marché cible. À qui ce produit s'adresse. Alors après, ça nécessite du bon sens. Le produit, il s'adresse, je vends un produit individuel santé, il va s'adresser aux particuliers qui n'ont pas de produits santé offerts par leur entreprise. Par exemple, c'est l'exemple bateau. Vous souscrivez, vous proposez une assurance automobile. Est-ce que vous allez la diffuser à un large public ou est-ce que vous faites une offre qui va être dédiée aux petits rouleurs, donc aux personnes qui utilisent leur véhicule à titre privé uniquement et qui font un nombre de kilomètres réduit dans l'année? Est-ce que vous faites une offre qui va s'adresser à des personnes qui vont utiliser que le canal web ou via des insurtech, par exemple, donc une cible jeune qui va passer par des applications. Donc ça, c'est devenu, on va dire, la philosophie de la gouvernance et de la surveillance produit avec la DDA. Et finalement, la conception du produit, la sélection, la stratégie de distribution va passer par ce point de départ, cette étape numéro 1. Ensuite, la directive et le règlement délégué qui la complète, qui est dédié à la gouvernance et à la surveillance produit, va prévoir un processus d'approbation du produit qui doit être structuré et formalisé dans une politique de gouvernance et de surveillance produit. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des groupes de travail, des comités de suivi des produits, avec
tous les parties prenantes dans la gouvernance du produit, donc dans sa conception, dans sa mise à jour, dans son suivi. Donc ça va être le marketing, les directions en charge de la tarification, en charge des opérations, les directions commerciales, distribution. Ne pas oublier les directions des risques, les directions conformité, donc d'avoir aussi un avis du juridique et de la conformité suffisamment tôt pour pas que notamment les documents soient retoqués d'un point de vue conformité, et d'avoir une approbation par une instance, comité de direction, direction générale, avant de faire une mise en marché de ce produit. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de la réglementation. Et derrière, une fois qu'on a mis en marché le produit d'assurance, on n'en a pas fini, on va dire, avec la gouvernance et la surveillance produit. Il faut instaurer un suivi des produits de manière continue, dans le temps, de sorte de s'assurer que ce produit reste toujours en cohérence avec les besoins d'un marché cible qui a été défini en amont, et puis d'être agile, c'est-à-dire de pouvoir ajuster le produit à minima annuellement, ou peut-être plus en amont si effectivement ce produit ne correspond pas aux besoins du marché et de la cible, ou voire peut constituer un risque pour les clients. Et ça peut être le cas notamment sur les produits d'épargne et de capitalisation. Donc il n'y a pas eu beaucoup on va dire, d'aide de la part des autorités de contrôle et des acteurs de place sur comment mettre en place de manière pratique une gouvernance et une surveillance produit. Il y a eu quelques, on va dire, éléments dans le cadre de conférences du contrôle, notamment sur la notion de marché cible. On va dire, pour le message passé, c'était que vous pouviez avoir des marchés cibles à taille variable en fonction notamment du produit. Et par contre, vous pouviez avoir plusieurs marchés cibles, notamment dans les produits d'épargne et capitalisation, puisqu'en fonction des actifs, des unités de compte qui peuvent être proposées, vous allez avoir certaines unités de compte qui vont être, on va dire, incompatibles avec une certaine cible de la population. Donc en fonction notamment du risque que peut induire ces classes d'actifs. Et puis plus récemment, vous avez eu notamment l'autorité de contrôle européenne, l'EIOPA, qui a fait une étude, qui a publié une étude concernant l'évaluation de la gouvernance et de la surveillance produit. Alors plutôt à destination des autorités de supervision, donc pour les aider dans le cadre d'un contrôle sur la gouvernance et la surveillance produit, mais qui peuvent donner des pistes, alors notamment sur les éléments sur lesquels il y a vraiment une attention à avoir et qu'on doit retrouver, notamment dans les processus de gouvernance et de surveillance produit. Donc notamment de s'assurer que cette politique, elle est bien évidemment en phase avec le plan de développement, le business model de l'assureur, de la compagnie d'assurance, mais également du distributeur. De s'assurer aussi que ce soit bien adapté à la complexité des produits qui sont proposés et aux caractéristiques du marché cible qui sont visées. Qu'il y a bien une bonne application à la fois par toutes les parties prenantes et par les distributeurs, des règles issues de la politique et des processus associés. Donc notamment, c'est de bien distribuer le produit à la cible concernée, d'utiliser les bons canaux et la bonne stratégie de distribution, par exemple. De s'assurer notamment que les nouveaux produits ou que les produits qui ont été mis à jour, ça a été fait dans les règles de l'art de la DDA et du règlement délégué, et notamment qu'il y ait bien une création, une mise à jour du produit en phase avec des besoins et des caractéristiques d'un marché cible. Et enfin, que cette politique et que les processus de gouvernance et de surveillance produits s'appliquent bien à tout type de gamme produit, donc en non-vie et en vie, et qu'elle est bien conçue, quel que soit pour tous les canaux de distribution.
Donc c'est vraiment d'évaluer la politique dans sa globalité et sa déclinaison opérationnelle, de sorte de s'assurer en fait dans cette évaluation que ce processus il est bien conçu dans l'intérêt des clients et qu'il est bien cohérent aussi avec les stratégies de distribution et les processus de distribution. Alors du coup, dans ce document, il y a aussi une approche, puisque la gouvernance et la surveillance produits, elle concerne les concepteurs de produits, mais elle va concerner aussi les distributeurs de produits. Et du coup, c'est de s'assurer notamment qu'il y a des contrôles, qu'il y a un dispositif de contrôle interne sur le processus de gouvernance et de surveillance produits. Donc tout ça est bien intégré dans le dispositif de contrôle interne et de contrôle périodique. Donc un processus de gouvernance et de surveillance produit qui est contrôlé et audité et auditable, que les personnes impliquées dans le processus de gouvernance et de surveillance produit aient bien les compétences, notamment pour réduire les conflits avec les intérêts des clients. Et les compétences, c'est de pouvoir justifier que la personne qui fait la tarification du contrat, elle est bien soit actuaire, soit une équivalente compétence qui lui permette de calculer les tarifs au plus juste et qui a également des tarifs qui soient en phase avec les composantes du marché cible. D'avoir également des équipes en marketing qui aient également les compétences pour faire les études produits et les études de marché qui permettent de bien définir les besoins et les caractéristiques des clients. De s'assurer aussi que ces procédures, elles sont bien diffusées. Là, on est dans du basique, on va dire, du contrôle. C'est à la fois un processus qui est documenté, mais également diffusé, donc porté à la connaissance de toutes les parties prenantes et respecté. Donc ça, c'est un des points d'attention de l'IOPA. Et que ce processus, lorsqu'il y a un recours à de l'externalisation, donc lorsque vous faites appel à des prestataires pour tarifier vos contrats, notamment, ou pour d'autres sujets liés à la gouvernance et à la surveillance produit, qu'il y ait bien aussi des contrôles de la part du concepteur sur les activités en lien avec la gouvernance et la surveillance produit qui vont être externalisées à un prestataire. Et là, ça peut renvoyer aussi à la réglementation du Code des assurances et le règlement délégué issu de la directive Solvabilité 2. Donc, je vous renvoie notamment à l'article 49 de la directive, qui est dans L354-1 du Code des assurances, ou aux articles 271 du règlement délégué sur l'externalisation. C'est vraiment aussi de remettre en parallèle avec cette réglementation-là. Et enfin, ça c'était le point, j'ai fait le tour de ces 6 points côté concepteur, mais également d'évaluer la bonne application de cette gouvernance et surveillance produit côté distributeur. Et globalement, c'est de s'assurer que les stratégies de distribution et les politiques de distribution, qu'elles soient internes ou externes, donc via des réseaux intermédiaires, qu'elles soient bien en phase avec cette politique de gouvernance et de surveillance produit, qu'elle soit bien adaptée aussi aux produits, que le distributeur ait bien la taille et la structure adéquate, une organisation adéquate pour pouvoir respecter cette gouvernance et cette surveillance produit. Donc il y a vraiment aussi un lien et qu'on retrouve dans le règlement délégué sur la gouvernance et la surveillance produit avec le volet distribution. Donc des stratégies de distribution cohérentes avec le marché cible, bien évidemment, mais également avec la gouvernance et la surveillance des produits. Enfin, sur la gouvernance et la surveillance produits, quelques enjeux qu'on a pu relever, notamment dans le cadre d'accompagnement, parce que les textes sont très théoriques et derrière la mise en œuvre de manière opérationnelle, elle fait appel au bon sens. Donc ce qu'on disait, la politique de gouvernance et de surveillance produit, elle s'intègre forcément dans un
dans un plan stratégique de l'entreprise. Donc elle doit forcément être en lien avec le plan stratégique et de développement de l'organisme d'assurance. Elle doit forcément prendre en compte d'autres processus, et notamment, je renvoie aux politiques écrites issues de Solvabilité 2. C'est forcément cohérent avec les politiques de souscription et de tarification des produits, avec la politique de gestion des risques opérationnels, également avec le processus d'évaluation des risques et de la solvabilité, donc autrement dit le processus ORSA. Tout ça doit vraiment s'intégrer dans quelque chose dans un écosystème de l'organisme d'assurance qui doit être cohérent. Et notamment lorsqu'il y a des comités, tout ce qui est trait à la gouvernance sur les produits, de s'assurer qu'on ne s'éparpille pas dans les comités, notamment quand c'est des petites structures, et qu'il n'y ait pas des écarts dans les processus opérationnels qui servent à la fois la POG ou qui servent également les processus de tarification et de souscription, par exemple. Également tout le volet surveillance des produits qui peut faire appel à la mise en place d'indicateurs et d'actions spécifiques. Donc la gouvernance et la surveillance produits, c'est un processus transverse qui nécessite un certain nombre aussi d'indicateurs à la fois quantitatifs, donc qui peuvent émaner de directions techniques notamment, et à la fois qualitatif, qui peut émaner du process de gestion des réclamations, également des dossiers clients, donc d'avoir aussi des indicateurs liés aux dossiers clients en eux-mêmes, donc d'avoir vraiment un processus qui implique à la fois le marketing, les directions de la distribution, également les directions techniques, pour avoir une batterie d'indicateurs qui permettent de suivre le produit dans le temps. D'avoir également, dans le cadre de suivi de ce dispositif, un certain nombre d'actions, donc se baser à la fois sur les résultats d'audit ou de contrôle, mais aussi sur ces indicateurs-là, pour mettre en place des actions correctives, soit dans le processus lui-même, soit dans les modalités de distribution, soit plus en amont, corriger le contenu du produit. Donc voilà pour la directive. Autour de tous ces éléments-là qui sont clés, on a un certain nombre d'actualités, et j'en ai déjà introduit en amont de cette conférence. Une des grandes réformes de cette année, c'est la réforme du courtage. Donc ce que je vous disais, qui a régulé notamment tout le démarchage téléphonique, mais qui a également réorganisé la profession de courtier. Donc c'est une loi qui a été publiée le 1er avril 2021, donc qui va être applicable de manière progressive d'ici, on va dire, 2023, qui a fait l'objet aussi tout récemment de décrets d'arrêtés complémentaires, donc publiés au 1er décembre dernier. Et cette réforme du courtage, elle a vraiment pour objectif d'organiser le métier de courtage. Elle s'applique aux 24 000 courtiers recensés. Il y a quelques exclusions dans le périmètre d'application, puisque notamment les intermédiaires en libre prestation de services, les établissements financiers, les mandataires intermédiaires d'assurance et les agents généraux ne rentreraient pas dans le cadre de cette réglementation. L'objectif majeur en termes d'organisation, c'est la création d'associations qui vont être agréées par la CPR et qui vont avoir pour objectif de représenter et d'accompagner les courtiers en assurance. Représenter et accompagner, l'objectif, c'est notamment d'aider les courtiers de proximité, donc qui sont des toutes petites entreprises, à mettre en œuvre toutes ces obligations réglementaires qui impactent le secteur de l'assurance et qui sont devenues assez conséquentes pour eux. On parle de la DDA, on l'a vu pendant cette partie de conférence. Également la mise en place du RGPD, la mise en place de la LCBFT,
les obligations de contrôle issues de Solvabilité 2, donc ce qui peut être demandé aussi par les compagnies d'assurance. Donc ces associations agréées, on pense qu'il y en aura à peu près 6 à 8, vont avoir pour rôle d'aider les courtiers dans les démarches d'immatriculation, donc aussi d'être en conformité au regard de l'ORIAS, donc en termes d'immatriculation et de capacité professionnelle, et également d'être en conformité sur leur activité en général, et voire d'effectuer des sortes de contrôles de ces courtiers, donc d'avoir également une sorte de pouvoir de contrôle et de pouvoir intervenir en amont de tout contrôle de la CPR. Ce que précisait notamment la CPR, alors dans le cadre d'une interview qui a été diffusée le 2 septembre 2021, c'était sous la forme d'un podcast, mais également dans le cadre de la dernière conférence du contrôle du 25 novembre 2021, donc conférence qui est disponible sur le site de la CPR, à la fois les supports et le replay, donc de positionner ces associations agréées en intermédiaire entre les autorités de contrôle, que sont l'ORIAS et la CPR, donc de pouvoir accompagner et également faciliter les contrôles et les démarches administratives. Et finalement, ces associations agréées vont se placer entre ces deux autorités de contrôle. La CPR, de par la loi, aura aussi un pouvoir de contrôle sur ces associations et c'est l'autorité qui donnera l'agrément de ces associations. Donc, ce qui a été dit notamment, c'est que les agréments vont se faire progressivement à compter d'avril 2022, notamment pour les courtiers qui ne seraient pas encore inscrits à l'ORIAS et les nouveaux courtiers. Et dans le cadre des réinscriptions, un objectif de mise en conformité en 2023. Ça veut dire en fait que les courtiers vont devoir s'affilier à une de ces associations professionnelles. La réglementation prévoit également donc un pouvoir de contrôle de la CPR sur ces associations. Donc ça, c'est une réforme majeure sur la distribution d'assurance. Et dans cette réglementation, à ce que je vous disais, entériner aussi les différents avis du CCSF et de la CPR sur le démarchage téléphonique, donc aussi assainir les pratiques commerciales, plus précisément dans le cadre du démarchage. On notera notamment des possibilités d'enregistrer les conversations téléphoniques entre le conseiller et l'assuré, avec une possibilité de conserver jusqu'à 2 ans en fonction de la nature du produit. Donc c'est déjà des pratiques qui existent notamment pour la réglementation MIF 2, dans le cadre du conseil en investissement financier, où il y a déjà ce qu'on appelle les registres, les record keeping, donc une obligation dans le cadre du CIF d'enregistrer les conversations entre le client non professionnel et le conseiller en investissement financier. Donc il y a tout un sujet également côté MIF 2 sur ce volet-là. Une autre réforme, alors qui a été aussi, on va dire, qui visait plus précisément les distributeurs et les assureurs d'assurance vie, c'est le fameux règlement SFDR qu'on appelle règlement disclosure. Donc il y a un règlement européen qui est en vigueur, c'est pareil, une mise en œuvre progressive depuis le 10 mars 2021 et qui a pour vocation, on va dire, d'encadrer à plusieurs niveaux tout ce qui est investissement ESG, donc tout ce qui est lié aux investissements avec un enjeu environnemental, sociétal et social. Donc les impacts en matière de distribution de produits d'assurance et sur les produits d'assurance, ils sont multiples, puisque déjà à la suite de ce règlement, il y a eu un certain nombre de règlements délégués qui ont été publiés, qui viennent impacter plusieurs réglementations, dont MIF 2 et dont la DDA, notamment dans tout ce qui est gouvernance et distribution des produits qui vont être fondés sur de l'investissement. Donc ça vise vraiment les produits d'assurance multi-supports avec des impacts à la fois sur la conception de l'offre, sur les informations produits et sur la distribution du produit.
Pour donner un petit peu de contexte au SFDR, en gros, dans le cadre des accords de Paris sur le climat, donc là on remonte en 2016, on a décidé, l'Union européenne s'est investie un petit peu plus dans tout ce qui est lié aux enjeux climatiques et environnementaux, et du coup, au-delà, on va dire des accords conclus dans le cadre des accords climatiques, j'ai oublié le nom de cette conférence sur le climat dont on parle souvent. On est allé au-delà côté européen, en obligeant notamment, en intégrant des critères ESG dans les produits d'assurance. Ce qui veut dire en fait que dans le cadre du devoir de conseil notamment, au-delà des objectifs d'investissement, de tout ce qui est tolérance au risque, capacité à subir les pertes, le conseiller va aussi s'enquérir des préférences du client en matière environnementale et sociétale. Et doit être en capacité aussi de proposer, on va dire, des investissements dits durables. Donc pour tous les assureurs de la place, en ce moment, c'est quels sont les critères de durabilité dont je dispose dans mes produits. Et dans le cadre de la revue et la mise à jour des produits d'assurance, c'est d'identifier les actifs, les titres qui sont compatibles avec des critères ESG qui vont être définis par la compagnie d'assurance et d'identifier ceux qui ne seraient pas éligibles, voire incompatibles dans le cadre du conseil avec les préférences du client. Donc ça, c'est un travail assez conséquent parce que ça veut dire reprendre les classes d'actifs, identifier derrière les émetteurs, notamment des titres, de se dire derrière, est-ce que j'ai des entreprises qui sont dans du recyclage, qui sont sur des énergies renouvelables, ça peut être aussi basé sur des valeurs plus humaines. Donc c'est un gros travail d'analyse des produits et de revue de toute la documentation autour du produit d'assurance pour identifier sur la base de critères, généralement c'est des critères environnementaux, des critères aussi liés aux droits du travail, aux libertés fondamentales, droits de l'homme, anticorruption. Donc dans la durabilité, dans les critères ESG, vous allez retrouver ce type de critères très subjectifs. Et du coup, ce qui est préconisé, notamment dans le cadre des règlements délégués qui impactent la DDA et MIF2, c'est de se dire, le client, le devoir de conseil, il porte vraiment sur ses besoins et ses objectifs d'investissement. Et le critère préférence, le critère ESG vient en complément, c'est-à-dire de le prendre en compte également dans les classes d'actifs que vous allez lui proposer en disant ça c'est compatible avec ses préférences ESG ou ça ce sont des UC ou des actions qui vont être incompatibles. Donc on a listé justement derrière tous les impacts en termes de conception de l'offre, mais aussi de revue des offres, de pouvoir donner dans les informations sur les produits des éléments sur les critères ESG. Ça veut dire aussi que dans le parcours client et dans le conseil, il faut rajouter des questions sur les préférences ESG. Et que du coup, dans la présentation de l'offre, dans le cadre du devoir de conseil et de l'adéquation de l'offre aux préférences du client, c'est aussi de prendre en compte ces critères ESG. Ça a aussi du coup, alors ce que je vous disais, des impacts sur la revue des produits. Donc ça a impacté aussi le fameux processus POG. Ça impacte également, ça peut impacter aussi tout ce qui est lié à la performance des produits, donc de revoir les rémunérations. Et ça a un impact aussi sur la formation des conseillers, que ce soit les conseillers en assurance ou les conseillers en investissement financier, puisqu'il faut dire qu'il faut aussi ajouter des modules spécifiques à la réglementation SFDR et aux critères ESG. Donc, tous les acteurs de place se saisissent du sujet depuis le début de l'année 21.
se coupe un peu les cheveux en quatre pour définir ces critères et analyser les produits et revoir toute la documentation et le processus, avec normalement une date cible. Donc il y a normalement jusqu'au 2 août 2022 pour intégrer ces critères dans le dispositif. Sachant qu'il y a encore des textes complémentaires qui doivent arriver, notamment il y a un règlement délégué qui s'appelle taxonomie qui vient compléter le SFDR qui doit être publié en janvier 2022. Donc vous avez vraiment encore des textes à venir. Et là, on n'a parlé que des produits d'assurance, mais ça a aussi des impacts sur toute la communication extra-financière, donc sur tous les rapports extra-financiers, sur la gestion actif-passif des entreprises d'assurance aussi, par rapport au positionnement, à la politique RSE et ESG que peut prendre la compagnie d'assurance. Donc des impacts larges, on n'a pas encore fini de découvrir tous les sous-jacents de cette réglementation. Un dernier point concernant l'actualité 2021, je pense que vous en avez aussi entendu parler. En matière de pratiques commerciales, il y a eu un certain nombre de sanctions cette année par deux autorités en particulier. D'abord par la DGCCRF, qui est aussi une autorité de contrôle du secteur, qui a notamment sanctionné plusieurs organismes d'assurance pour une utilisation non conforme du Blocktel. Donc c'était dans le cadre du démarchage téléphonique. Donc pour rappel, il y a la loi Neige-Hélène du 24 juillet 2020 qui réglemente le démarchage téléphonique et notamment l'utilisation du Blocktel et le fait de respecter les accords des prospects. Est-ce qu'ils sont d'accord avec un démarchage ou est-ce qu'ils ne souhaitent pas être appelés ? Donc il y a eu plusieurs sanctions de montants variables, on va de 12 000 € à 75 000 € en fonction des structures, et la DGCCRF a vraiment fait un rappel à l'ordre sur la réglementation, le respect de l'utilisation du Blocktel, et puis un rappel aussi des textes et notamment du Code de la consommation sur le sujet. Certains acteurs ont quand même relevé les problématiques liées à l'utilisation du Blocktel, des listes Blocktel. C'est à la fois très cher pour certains acteurs et les modalités de consultation qui sont liées aussi au coût. Donc ça a été un point relevé et un point de défense des acteurs du marché qui ont pu être sanctionnés. Sur d'autres sanctions, on n'a pas eu de sanctions récentes publiées, en tout cas, de la part de la CPR, sachant que les points qui sont regardés, c'est vraiment sur le devoir de conseil, la formation des conseillers et le respect, bien évidemment, de la réglementation dans le cadre de la formalisation du devoir de conseil. Donc les sanctions qui ont été publiées jusqu'à 2020, c'était plutôt des sanctions qui visaient des petits courtiers. Sur les pratiques commerciales, on a pu voir récemment que la CPR se préoccupait aussi de la protection de la clientèle en banque, puisque la dernière sanction connue vise la protection de l'intérêt du client. Donc c'était une filiale d'un grand groupe de banque assurance. Donc c'est un sujet de préoccupation. On voit beaucoup de sanctions publiées en matière de LCBFT, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de missions de contrôle qui touchent les compagnies d'assurance et les distributeurs sur le respect des pratiques commerciales et des règles de protection de la clientèle. Il n'y a pas encore eu à ce jour de sanctions significatives comme on a pu connaître avec la loi Eckert, où certains acteurs ont été sanctionnés avec des montants allant jusqu'à 50 millions d'euros d'amende, donc pour les très gros acteurs de place, ou aussi comme la LCBFT, ou des sanctions importantes de 50 millions d'euros sur un acteur en particulier, et récemment sur des acteurs qui ne sont pas si gros que ça, mais assez connus du public, où on est allé jusqu'à quasiment 10 millions d'euros d'amende. Donc aujourd'hui, sur les pratiques commerciales, on n'a pas encore eu de sanctions qui est ce pendant-là. Voilà pour l'actualité de l'année.
Je vous propose du coup, sur la base de ces éléments-là, d'essayer de voir sur quelle piste pourrait aller la réforme de la DDA. Et du coup, quels seraient les enjeux de cette réforme? En préambule, quelques actualités sur les 2 dernières années, notamment l'autorité de contrôle européenne, l'IOPA, a lancé un certain nombre d'études, de consultations qui sont en lien avec la directive. On a parlé de la supervision sur la POG, j'en ai parlé longuement, je n'y reviens pas. Il y a aussi eu des premières consultations sous forme d'études, de consultation des autorités de supervision nationale pour avoir un petit peu la mesure des sanctions qui avaient pu être infligées aux acteurs assujettis. Donc c'est une étude qui est un petit peu plus ancienne, qui date maintenant de décembre 2020, pour lesquels les enseignements sont somme toute très limités parce que le gros des sanctions était lié sur tout ce qui était organisation professionnelle et il n'y avait pas eu ou peu de contrôle, notamment sur tout ce qui était lié au devoir de conseil et à la gouvernance et à la surveillance produit, et surtout sur les réponses fournies par les autorités de supervision. On n'avait pas toujours les montants de sanctions et certains pays n'avaient pas, sur les 27 États membres, tous n'avaient pas répondu. Donc c'était un premier élément de réponse, mais on n'en a pas tiré d'enseignement vraiment concret d'un point de vue opérationnel. Par contre, dans le cadre du calendrier de révision d'un certain nombre de réformes, à commencer par la DDA, et également il y a aussi des réformes qui se lancent sur MIF et sur d'autres sujets, il y a eu dès avril 2021 un certain nombre de publications de l'IOPA, notamment le recueil réglementaire, qui est un outil documentaire qui vise notamment à garantir une application cohérente de la DDA. Donc ça permet déjà d'accéder au cadre réglementaire global. Et puis également, on peut aussi retrouver un certain nombre de questions-réponses, puisque l'IOPA commence à interroger les acteurs du marché et les différentes autorités, notamment pour pouvoir à la fois identifier les pistes d'amélioration, mais de pouvoir aussi fournir un certain nombre de conseils pratiques aux acteurs du marché. Sachant que les réponses fournies par l'IOPA, bien évidemment, n'ont pas de contraintes, ne sont pas une contrainte juridique, puisque on est sur une directive, donc on a derrière les réglementations nationales qui, elles, sont applicables aux organismes assujettis. Du coup, donc certaines informations déjà disponibles. Et au niveau du calendrier, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la révision de la DDA, elle est lancée. Aujourd'hui, on a eu un certain nombre de consultations qui ont été lancées. Ce qu'on attend à fin 2021, c'est une publication d'un avis technique de l'IOPA. Sur la base de cette consultation du marché. Donc consultation du marché, c'est les autorités de contrôle, les organismes représentatifs des compagnies d'assurance, mais également des intermédiaires, et puis également quelques acteurs majeurs du secteur de l'assurance, donc les très gros, qui sont également répondants. Sur la base de cet avis technique, il va y avoir également, attendu à peu près au milieu de l'année 2022, une publication d'un rapport de la Commission européenne qui va vraiment dessiner les contours de cette réforme DDA avec une révision complète qui va être attendue plutôt pour début 2023, sous réserve de retard de la part des autorités de contrôle, puisqu'il y a beaucoup quand même de réformes en cours au niveau européen.
Donc on est dans l'attente de plus d'informations. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de consultations en lien également avec les pratiques commerciales. Donc notamment des consultations qui ont été lancées sur tout ce qui est investisseurs de détail, donc qui peuvent concerner dans le cadre de la réforme MIF 2, PRIPS, mais qui ont également des impacts sur la DDA. Donc de voir également comment on améliore le conseil dans le cadre et comment on revoit également le cadre juridique pour tout ce qui est investissement de détail. Donc ça, c'est une étude qui est en cours avec derrière des impacts sur les réglementations liées à tout ce qui est investissement et instruments financiers, produits d'assurance fondés sur l'investissement. L'objectif, c'est bien évidemment une amélioration du marché, garantir aussi une autonomie des investisseurs et de renforcer aussi l'investissement sur les marchés de capitaux. On a aussi une étude en cours sur tout ce qui est assurance vie en unité de compte, avec une consultation qui a été lancée assez récemment, donc à la mi-juillet de cette année, par l'IOPA. L'objectif notamment, c'est de pouvoir avoir une idée du risque rapport qualité-prix, donc de pouvoir améliorer, on va dire, les coûts pour les souscripteurs de produits d'assurance en unité de compte, et que par rapport on va dire, aux performances des différentes unités de compte, qu'il y a un vrai rapport qualité-prix. Donc ça va avoir un impact notamment sur les frais. Et ça va aussi avoir un impact derrière forcément sur l'information et le conseil. Donc ça, ce sont également des études et des réformes à suivre en parallèle de la DDA. Donc SFDR, les réformes liées aux investissements de détail, l'assurance vie en unité de compte, beaucoup de choses. Et du coup, quelques pistes en se disant les axes d'amélioration qu'on a pu relever. Qu'est-ce qui se dessine dans la réforme DDA ? À la fois tout ce qui va être lié à la transparence de la rémunération, notamment est-ce que le précompte va être remis en cause ? Il est encore légalement autorisé en santé et individuel et en emprunteur. On sait aujourd'hui que dans le cadre de MIF 2, le précompte et notamment surtout les rétrocessions sont prohibées. Est-ce que le précompte va être mieux encadré, voire être prohibé ? Les écarts de rémunération en assurance vie, et là le pendant notamment à ce que je viens de dire sur les consultations sur l'assurance vie en unité de compte. Également des axes d'amélioration sur tout ce qui est prévention et gestion des conflits d'intérêts. Et la transparence des rémunérations, notamment des intermédiaires. Donc un certain nombre de réflexions notamment sont en cours côté MIF 2 et pourraient avoir des échos dans la réforme de la DDA. D'autres pistes aussi sont ouvertes en se disant est-ce que on va simplifier le devoir de conseil ou est-ce qu'on va prendre en compte notamment toutes les nouvelles technologies et la digitalisation des parcours clients. Donc est-ce qu'il va y avoir aussi une revue sur tout ce qui est traçabilité du conseil, formalisme précontractuel qui est aujourd'hui jugé assez lourd notamment pour les courtiers de proximité. Donc il y a beaucoup de pistes, beaucoup de discussions autour de ce qui pourrait être intégré dans la DDA et de voir comment le régulateur va se saisir du sujet. Voilà, j'ai largement dépassé mon temps de parole, mais on pourrait tenir, je pense, une demi-journée sur ces sujets-là. Je vous propose du coup de passer aux questions-réponses. Déjà de vous remercier pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Par rapport à la slide sur le SFDR et notamment sur les
tout ce qui est socialement responsable, est-ce que vous faites référence au label, par exemple au label ISR ou Greenfin qu'on peut trouver sur certaines unités de compte à fort pouvoir émergent ? Alors, ça peut être aussi, effectivement, depuis quelques années, et notamment, c'était certains souhaits, je pense au secteur mutualiste, qui souhaitait aussi avoir une gestion d'actifs avec une partie ISR. Effectivement, ça rentre dans les critères ESG, tout ce qui est socialement responsable, donc les investissements socialement responsables. Après, on rajoute également, on va dire, tout ce qui va être lié à la durabilité, donc les énergies renouvelables, tout ce qui est lié à l'environnemental. Donc c'est d'aller un peu plus loin, c'est derrière notamment l'activité des émetteurs. Une entreprise qui va avoir une politique éco-responsable, et ça va plus loin, finalement on se rend compte que vous pouvez aussi rajouter tout ce qui est lié au droit du travail. Typiquement, on a vu des distributeurs, des entreprises, des industries qui vont ouvrir leur capital, donc émettre des actions et qui vont avoir des usines de fabrication dans des pays peu protecteurs des droits de l'enfant. Ça peut être aussi un critère ESG. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt trois observations. Alors, trois observations sur trois domaines un peu différents. La première, c'est sur le devoir de conseil, parce qu'il me semblait, et vous l'avez pas abordé, me semble-t-il, qu'il y avait 2 niveaux de conseil, pour ne pas dire 3, mais au moins de traiter du conseil socle et de la recommandation personnalisée, parce que c'est aussi compliqué pour les distributeurs de mettre de comprendre ces 2 niveaux de conseil. La deuxième observation, c'est sur la réforme du courtage, où alors je sais que nous sommes dans une assemblée d'assurance ou de courtiers, mais il y a aussi les courtiers en banque qui sont concernés. Tout à fait. Donc du coup, c'est plus 24 000, mais c'est 40 000. Donc personnes qui sont concernées au global, et ça touche beaucoup. Et qu'il y a un débat sur un terme que vous avez employé, mais qui fait débat, parce que j'ai la chance de travailler avec les futures associations, c'est le terme de contrôle, puisque les associations ne veulent pas contrôler, et que théoriquement la DDA leur interdit de contrôler parce qu'elles n'ont pas cette indépendance qu'a l'AMF. C'est pour ça que c'est une petite... Et le troisième point sur lequel je suis complètement d'accord, où vous avez essentiellement traité de l'assurance vie et des frais, c'est le PERI, quand même, qui est un produit qui a été extrêmement vendu, le plan d'épargne retraite individuel, sur lequel on a déjà eu des observations du gouvernement qui a saisi le comité consultatif du secteur financier en disant que ces produits étaient trop chargés en frais, et d'avoir également cette même transparence dont vous avez parlé sur les unités de compte et des frais agrégés, sur ces produits aussi qui sont quand même des produits entre guillemets d'avenir. Voilà, c'était plutôt des observations. Oui. Mais je vous remercie beaucoup de votre... Merci beaucoup, et je partage complètement, effectivement, sur le devoir de conseil. On a cette super couche de services de recommandation personnalisés qui a plutôt du sens pour les courtiers, pour le coup, puisqu'il s'agit, il faut l'afficher dans les informations précontractuelles, et si on l'affiche, ça veut dire qu'il faut proposer environ 5 à 6 solutions d'assurance, et en tout cas que les choses soient comparables, et de motiver, et ça implique une motivation supplémentaire, puisque, on va dire, là, le courtier se mouille la chemise dans le conseil, et de manière formalisée. Et je vous rejoins complètement, effectivement, sur la réforme du courtage. Après, quand on voit la manière dont a retranscrit la CPR il y a 15 jours sur le rôle des associations, la loi parle plutôt d'accompagnement des courtiers, là où elle attend, on va dire, une forme de pré-contrôle, où on le ressent comme ça, en tout cas, dans ses attentes. Merci beaucoup, en tout cas, je suis totalement en phase avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou observations. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, je souhaiterais revenir sur la partie SFDR, donc, qui va avoir un impact important pour les compagnies d'assurance, également avec taxonomie, qui demande, par exemple, des reportings futurs pour les compagnies. Mais vu qu'on est sur un échange sur de la protection de la clientèle, est-ce que, au fond,
ça reste des réglementations complexes. Est-ce que l'épargnant final, l'investisseur final, va réellement y voir plus clair sur le sujet de la finance durable, comparé à l'heure actuelle où on va avoir des labels ISR et autres? Est-ce que ça va réellement apporter un plus pour l'épargnant? Aujourd'hui, et quand on lit le règlement délégué, je ne suis pas sûre que ça apporte un plus. Et notamment si on prend les règlements délégués qui touchent plus DDA et MIF, en disant il faut prendre en compte ses préférences en termes de durabilité. C'est on va dire la formulation du règlement délégué. Et du coup, c'est pas sûr qu'il y voit plus clair. En tout cas, c'est un besoin en plus à prendre en compte par les distributeurs, de se dire il a un objectif d'investissement. On va évaluer sa connaissance. Donc, si on reprend les critères dans le cadre du conseil, notamment pour faire le rapport d'adéquation, son objectif d'investissement, sa connaissance de l'épargne ou des instruments financiers si on se met côté MIF, sa capacité à subir des pertes financières, donc une sorte d'évaluation de son patrimoine, sa tolérance au risque, et en plus de tout ça, vous pouvez lui poser des questions sur ses préférences en termes de durabilité. Et là, ça va être effectivement le premier point, c'est de répondre au premier critère, et en plus de lui présenter des classes d'actifs qui correspondent à ses préférences en termes de durabilité. Mais aujourd'hui, les textes, en tout cas, sont trop vagues pour garantir que ça sera mieux pour lui. En tout cas, ça pourra répondre à des attentes, soit une philosophie de vie. C'est quelqu'un qui est très éco-responsable, qui roule qui est en vélo, est très énergie durable. Donc, être plus, on le retraduit plutôt comme ça. Mais je pense que l'exercice là sur la durabilité, et c'est pour ça que le marché tâtonne un peu, on le voit dans les travaux, il y aura besoin aussi de plus de précision, et on l'espère peut-être avec le règlement taxonomie notamment. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'assurance. On va dire, c'est le petit plus dans le conseil, mais et le règlement est très clair. C'est d'abord remplir les critères liés à l'adéquation, et après vous pouvez rajouter prendre en compte les critères ESG du client. Très bien, merci. Je vous en prie. Et donc je voulais vous remercier pour la clarté de votre présentation. Et vraiment, j'avais aussi une question concernant donc la réglementation disclosure. C'était une clarification parce qu'il me semblait avoir lu que la loi Pacte venait réglementer notamment tout ce qui est le fait qu'à partir de janvier 2022, il y ait une unité de compte verte qui soit proposée. Et du coup, je voulais voir comment, du coup, ça discutait, entre guillemets, cette loi Pacte avec, justement, cette réglementation. Est-ce que c'est en plus Alors, c'est en plus. Je pense qu'il faut prendre... Le règlement, du coup, c'est un règlement, mais effectivement, il faut prendre les lois dans son ensemble. Pour illustrer, on a vu aussi qu'il y avait eu déjà de la réglementation en France, notamment sur tout ce qui est reporting extra-financier, les politiques ESG. Donc, il faut prendre. C'est vrai qu'on a un univers là de réglementations différentes qui, on va dire, tendent à l'objectif du SFDR. Finalement, en France, il y a déjà des choses d'un point de vue réglementaire qui sont prévues dans les SFDR, qui ne sont pas prévu par d'autres États membres, donc il y a effectivement une redondance avec des réglementations, et notamment la loi Pacte qui est déjà en place sur le marché français. D'accord, merci. Et vous cherchiez le mot tout à l'heure, c'était COP 21, je pense. La COP 21, voilà. Merci beaucoup. J'étais sur G7, G20, la COP 21, tout à fait. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes s'il y a de questions ou autres interventions.
ben, en tout cas, il me reste à vous remercier pour votre attention et pour votre participation, toutes ces questions fort intéressantes. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, à très bientôt.